Mes parents ont organisé une grande fête pour les fiançailles de mon frère. Quand j'ai ouvert mon cadeau, c'était une convocation pour ma prochaine audience au tribunal. Tu devrais être reconnaissant, a souri ma mère. J'ai pris mes affaires et je suis parti sans dire un mot. Une semaine plus tard, ils ont appelé, affolés. S'il te plaît, on ne voulait pas dire ça sérieusement. Bonjour à tous. Je suis un homme de 27 ans, et on peut dire que la dynamique familiale est compliquée. Je commencerai par dire que ce n'est pas un drame arrivé du jour au lendemain. C'est le résultat de plusieurs années, en fait de décennies de favoritisme silencieux, de remarques subtiles, d'attentes implicites et de beaucoup de faux-semblants. Je n'ai pas grandi dans une maison où les gens criaient ou lançaient des objets. C'était plutôt le genre de maison où le silence pouvait être plus fort que tous les cris, et où les sourires pouvaient être plus tranchants que des couteaux. Je suis le plus jeune de 2 enfants. Mon frère aîné, Silas, a 30 ans. Pour mes parents, Angela et Martin, il a toujours été l'étoile. Depuis qu'on était enfant, c'était clair, Silas ne pouvait rien faire de mal. Il avait ce charme naturel. Ce genre de personne qui sait toujours quoi dire, comment s'habiller et comment faire bonne impression. Les professeurs l'aimaient, les amis de la famille l'adoraient. Même quand il faisait des bêtises, et il en faisait beaucoup. Il y avait toujours une excuse, toujours une justification. Silas est juste plein d'énergie, disait-il. Il a une forte personnalité. Il retombe toujours sur ses pieds. Pendant ce temps, moi, j'étais le responsable, le discret. Je suivais les règles, je baissais la tête, je réussissais bien à l'école. Je suis entré dans une université correcte et j'ai construit une carrière stable. Mais chez nous, la stabilité, ce n'était pas passionnant. Ça ne retenait pas l'attention. Ce n'était pas quelque chose qu'on célébrait pendant les dîners de famille. Je faisais semblant que ça ne me dérangeait pas. Je me disais que je n'avais pas besoin de leur approbation. Et peut-être que pendant un moment, je l'ai vraiment cru. Mais quand tu passes ta vie entière à voir ton frère être félicité pour le minimum, alors qu'on t'accueille avec le silence, ou pire, avec des critiques quand tu fais tout bien, ça commence à te ronger. Ma relation avec mes parents s'est encore plus distancée après que j'ai déménagé à 23 ans. J'ai acheté un petit appartement dans un quartier calme, à 30 minutes de chez eux. Je leur rendais visite pendant les vacances, parfois pour les anniversaires ou les déjeuners du dimanche. Mais c'était tout. Chaque fois que j'étais là, je me sentais comme un visiteur, un étranger. Même quand j'apportais de la nourriture maison, ou que je proposais de réparer leur routeur ou de mettre à jour leurs appareils. Des choses que Silas ne penserait même pas à faire. Je recevais à peine un geste de reconnaissance. Silas, lui, pratiquement vivait chez eux. Même s'il avait son propre appartement, il était toujours là. Mangeant leur nourriture, empruntant leur voiture, utilisant leur jardin comme si c'était le sien. Mes parents trouvaient ça mignon, trouvaient ça agréable qu'ils restent aussi proches. Ils n'ont jamais mentionné qu'ils vivaient là depuis plus de 20 ans sans payer de loyer. Pendant que moi je faisais des budgets pour payer mon prêt immobilier, économiser pour l'avenir. Bref, la vraie histoire commence il y a environ 2 mois, quand Silas a annoncé qu'il allait se marier. La nouvelle a explosé dans le groupe familial comme une bombe. Ma mère était folle de joie. Elle m'a appelé immédiatement. Pas pour m'annoncer la nouvelle, mais pour me demander si je pouvais l'aider à préparer quelques décorations pour un dîner surprise de fiançailles qu'ils allaient organiser le week-end suivant. Je ne savais même pas qu'il avait demandé Léona en mariage. J'ai dit. Bien sûr, parce que c'est ce que je fais. J'aide, même quand ce n'est pas apprécié. Je suis arrivé tôt ce jour-là, et la maison était en pleine effervescence. Ma mère avait transformé l'arrière-cour en un décor de magazine. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées partout. Des ballons blancs et dorés attachaient chaque chaise. Et une immense banderole avec écrit Silas et Léona en cursive élégante pendait sur la clôture. Ils avaient fait venir un camion traiteur. Et embauché 2 serveurs pour distribuer des amuse-bouches que je n'arrivais même pas à prononcer. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un événement. Comme d'habitude, je me suis mis dans un coin tranquille et j'ai commencé à aider. J'ai installé les guirlandes, transporté des chaises pliantes et dressé les tables. Personne ne m'a vraiment remercié. Mon père m'a juste fait un petit signe de tête quand j'ai fini de déplacer une glacière pleine de boissons. Mais c'est tout. Quand les invités ont commencé à arriver, je me suis senti disparaître dans le décor. D'anciens amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années sont passés droit vers Silas pour l'embrasser. Certains m'ont demandé « Et toi, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci » avec ce regard vide qui montrait qu'ils s'en fichaient complètement. Un m'a même confondu avec le personnel. Je n'ai même pas essayé de corriger. Silas et Léona sont finalement arrivés. Avec une grande entrée, de la musique, des applaudissements, des cris de joie. Ma mère a pleuré,
Mon père a levé son verre. Silas a tout absorbé, montrant son sourire parfait, faisant semblant d'être surpris, alors que tout était clairement planifié. Léona avait l'air sincèrement heureuse, je le reconnais. Elle est venue me faire un câlin, m'a remercié d'être venue, et m'a demandé si je voulais m'asseoir avec eux. J'ai dit non merci. Et j'ai trouvé une place au fond, avec vue sur toute la scène. Observer à distance était devenu une habitude pour moi. Ensuite, quelque temps après le plat principal, ma mère s'est levée et a tapé son verre avec une fourchette. La foule s'est tue. Elle est restée là, rayonnante, comme si c'était sa soirée à elle. Et a commencé à parler d'amour, de famille, et de combien elle était fière de Silas. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Nous avons aussi quelque chose pour notre autre fils. Elle a dit qu'il avait pris récemment des décisions importantes tout seul. J'ai cligné des yeux. Les gens se sont tournés pour me regarder. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté là, mal à l'aise, pendant qu'elle marchait vers moi avec une enveloppe à la main. Une enveloppe épaisse. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'on me regardait. Pas avec fierté, mais avec amusement. Comme si j'étais la chute d'une blague dont j'ignorais faire partie. Ma mère souriait en me tendant l'enveloppe. On voulait te soutenir dans ton prochain chapitre, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Je l'ai ouverte, et tout s'est arrêté. Dans l'enveloppe, il y avait une pile de papiers. Des papiers légaux. Au début, je ne comprenais pas ce que je lisais. Le texte était dense, imprimé sur un papier blanc épais, avec une police froide et officielle. Comme celle qu'on voit sur les formulaires gouvernementaux. J'ai feuilleté les premières pages rapidement. Jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur une phrase qui a fait disparaître tout autour de moi. Requête pour poursuite civile déposée au nom d'Angela et Martin Colgrave. Je l'ai relu. J'ai levé les yeux. Ma mère souriait encore. Ce n'était pas un sourire chaleureux, ni même un faux sourire. C'était un sourire connaisseur. Comme si elle s'attendait à une autre réaction. Comme si elle croyait que j'allais la remercier. Mes doigts se sont crispés autour de l'enveloppe. Je suis retourné au papier et j'ai commencé à lire vraiment. Ils me poursuivaient en justice. Ils me poursuivaient pour ce qu'ils appelaient des « obligations financières à long terme », engendrées pendant la période de dépendance. En termes simples, ils me demandaient de rembourser les frais de mon éducation. Logement, nourriture, école, soins médicaux, même les vêtements. Il y avait une ligne sur le « travail émotionnel non rémunéré » qui m'a brouillé la vue un instant. Ils avaient tout détaillé. Page après page de chiffres soigneusement calculés. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Mes oreilles bourdonnaient. Autour de nous, les gens chuchotaient. Léona semblait complètement abasourdie. Silas était figé, le sourire interrompu, regardant entre moi et les papiers. Comme s'il venait de comprendre que quelque chose avait terriblement mal tourné. Finalement, j'ai parlé. Ma voix semblait venir de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sourire de ma mère ne vacilla pas. C'est juste une formalité, dit-elle avec une voix douce comme du sucre. Tu as toujours dit que tu voulais être indépendant. C'est juste une façon d'équilibrer les choses. Je l'ai regardé fixement. Comme si je n'avais pas passé toute ma vie d'adulte à travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Comme si je ne m'étais pas efforcé de respecter leurs limites. De me rendre disponible. De les aider sans jamais rien demander en retour. Et maintenant, ils me poursuivaient en justice. Devant une foule, pendant une fête. J'ai regardé mon père. Espérant stupidement qu'il trouverait que ça allait trop loin. Qu'il interviendrait et dirait que c'était ridicule. Mais il est resté là. Les bras croisés. Incapable de me regarder dans les yeux. Ça m'a fait plus mal que je ne le pensais. Je sentais les gens m'observer. Attendant ma réaction. Certains avaient l'air mal à l'aise. D'autres semblaient confus. Une femme au fond riait doucement. Comme si elle croyait que c'était une blague. J'ai replié soigneusement les papiers et les ai remis dans l'enveloppe. Je n'ai pas fait de scène. Mais j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Comme une porte qu'on maintenait ouverte depuis des années. Et qui claquait enfin. Sans dire un mot. Je me suis retourné et j'ai quitté le jardin. Personne ne m'a suivi. Ni ma mère, ni mon père, ni même Silas. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté assis longtemps sur le parking. Les mains sur le volant. Regardant le vide. L'enveloppe était sur le siège passager. Comme une pierre. Je n'ai pas répondu à leurs appels ce soir-là, ni le lendemain. Les jours sont devenus des semaines. Finalement,
j'ai reçu un email d'un avocat, leur avocat, me demandant une réponse avant la fin du mois. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Quelques semaines sont passées, sans aucune nouvelle d'eux. Puis un jour, sans prévenir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Je l'ai écouté 2 fois. C'était mon père. Il ne sonnait pas comme lui-même. Il avait la voix tremblante, incertaine, comme s'il venait de réaliser le poids de ce qu'ils avaient fait. « S'il te plaît, disait-il, ce n'était pas ce qu'on voulait dire. C'était l'idée de ta mère. On ne pensait pas que tu le prendrais au sérieux. » Je n'ai pas rappelé. Cela faisait plusieurs semaines que j'avais reçu ce message vocal de mon père. Je n'ai pas répondu. Je n'y ai même pas beaucoup pensé au début. Mais avec le temps, j'ai commencé à ressentir quelque chose monter en moi. Ce n'était pas juste de la colère. C'était la compréhension que tout cela ne concernait pas seulement quelques documents juridiques ou un dîner familial mal choisi. C'était des années à être ignoré, manqué de respect, et traité comme un figurant dans ma propre vie. Plus j'y pensais, plus je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'allais pas céder. Ils voulaient que je prouve quelque chose. Et bien maintenant, c'était à eux de me prouver leur valeur. La première chose que j'ai faite a été d'engager mon propre avocat. Je ne savais pas encore où cela mènerait. Mais je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à démêler ce chaos que mes parents avaient provoqué. Après une longue consultation, nous avons décidé de contre-attaquer avec une plainte pour détresse émotionnelle et manipulation financière. L'avocat était d'accord, j'avais un dossier solide. Il était évident que ce n'était pas un simple malentendu. C'était une démarche délibérée de leur part pour me blesser. Oui, ils voulaient de l'argent. Mais ils voulaient aussi du contrôle. Et je n'allais pas les laisser faire. Je me rappelle la première fois que j'ai parlé à mon avocate de la contre-plainte. J'étais assis à ma table de cuisine. Les papiers étalés devant moi. Et j'ai compris quelque chose. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer d'obtenir leur approbation. En faisant ce qu'il fallait, en étant responsable, en prenant les bonnes décisions. Mais maintenant, j'allais reprendre le contrôle. Il ne s'agissait pas d'argent. Ni même de me venger d'eux comme ils pourraient s'y attendre. Non. Je n'allais pas faire de scandale. Je n'allais pas crier ni pleurer. J'allais frapper là où ça leur ferait le plus mal. Leur précieuse réputation. Celle qui comptait plus que tout pour eux. Je leur montrerais qu'ils ne pouvaient plus me piétiner. Pendant les semaines suivantes, j'ai rassemblé tout ce que je pouvais pour construire mon dossier. SMS, email, documents. Tout ce qui pouvait prouver ce qu'ils m'avaient fait subir. Comment leurs actions avaient affecté ma santé mentale, ma carrière et ma vie personnelle. Mon avocate m'a aidé à tout structurer. Elle a précisé qu'il fallait agir avec prudence, mais qu'il y avait suffisamment de preuves pour monter un dossier solide. Une fois tout prêt, nous avons déposé la plainte. Mes parents ont appris la nouvelle environ une semaine plus tard. Je me suis assuré que ce ne soit pas confidentiel. La plainte était publique. Et la dernière chose que mes parents voulaient, c'était que leurs amis, leurs collègues, et toutes les personnes qu'ils avaient tenté d'impressionner pendant des années, sachent que leur propre fils les poursuivait en justice. Et alors les appels ont commencé. Au début, je ne répondais pas. Je ne voulais pas m'impliquer. Mais un après-midi, 2 semaines après le dépôt de la plainte, je me suis retrouvé debout dans ma cuisine, le téléphone en main. J'évitais les appels de ma mère depuis des jours. Mais cette fois, quelque chose m'a dit qu'il fallait que je décroche. « Allô ?» ai-je dit, en essayant de garder la voix ferme. « C'est une blague. » La voix de ma mère tremblait. Pas de colère, mais de désespoir. On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu le sais, non ? Je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai pris une profonde inspiration avant de parler. C'est vous qui avez poussé les choses aussi loin, maman. Je ne voulais rien de tout ça. Mais vous m'avez acculé. Pendant des années, j'ai essayé de vous rendre fier. De faire les choses comme vous le vouliez. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la manipulation et du mépris. Silence de l'autre côté. Je pouvais presque l'entendre chercher les bons mots. Ne sois pas ridicule, finit-elle par dire. La voix tendue. Ce n'est pas comme ça qu'on traite sa famille. Je n'allais pas reculer maintenant. C'est comme ça que vous me traitez, vous. Toi et papa, vous avez toujours mis Silas au-dessus de moi. Et j'ai toujours dû me contenter des miettes. Mais maintenant, c'est fini. Je ne jouerai plus à ce jeu. Je l'entendais respirer avec difficulté. Probablement en essayant de rester calme.
Tu fais une grosse erreur, dit-elle. La voix basse, presque suppliante. S'il te plaît, parlons-en. Ne fais pas ça. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Ça va détruire cette famille. C'est drôle, ai-je répondu. J'ai l'impression que c'est déjà en train d'arriver. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, je n'ai rien ressenti. Ce n'était pas du soulagement, ni de la joie, juste du calme. Comme si j'avais enfin expiré après avoir retenu mon souffle pendant des années. J'avais fait mon premier pas pour faire quelque chose pour moi. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait de plaire à quelqu'un. Les jours suivants ont été tendus. Mes parents n'ont plus essayé de me contacter directement. Mais je savais qu'ils parlaient à d'autres membres de la famille. J'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Certains demandaient si c'était vrai. Si je poursuivais vraiment mes parents. Certains étaient inquiets. D'autres simplement curieux. Quelques-uns m'ont dit que j'étais dramatique ou que j'exagérais. Mais la vérité, c'est que ces gens-là ne comptaient pas vraiment pour moi. Ce n'étaient pas eux qui avaient été là quand je donnais tout. Faisaient toujours plus. Et ne recevaient rien en retour. Quant à Silas, il ne m'a pas contacté non plus. Je ne m'y attendais pas. Il était trop occupé à profiter de l'attention de ses fiançailles. Il avait toujours été doué pour faire semblant que tout allait bien. Pour ne pas voir les fissures dans la famille. Il n'allait pas changer maintenant. Les jours sont devenus des semaines. Et entre mes parents et moi, le silence est resté. Personne n'est venu s'excuser. Personne n'a essayé de réparer les choses. Ils ne se rendaient pas compte que plus ils attendaient, plus leur réputation s'effondrait. Tout ce qu'ils avaient passé leur vie à construire commençait à se fissurer. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils réalisent qu'ils avaient fait une énorme erreur. Et je pouvais presque le sentir. La prise de conscience lente et douloureuse qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas effacer. Puis, un jour, j'ai reçu un autre message vocal de mon père. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. Je savais déjà ce qu'il allait dire. Cette fois, ils étaient vraiment en panique. Ils avaient sous-estimé jusqu'où j'étais prêt à aller. Quand j'ai finalement écouté le message, sa voix était frénétique. S'il te plaît, on ne voulait pas dire ça comme ça. On voulait juste que tu comprennes. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Pardon, vraiment. J'ai écouté ce message plusieurs fois. Le visage sans expression. La vérité, c'est que cette excuse n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour ce qu'ils m'avaient fait. C'était pour les ennuis qu'ils avaient. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas fini. Loin de là. Il s'était encore passé quelques semaines depuis ce message vocal paniqué de mon père. Et je dois avouer que j'attendais cet appel. Il pensait pouvoir s'en sortir avec une excuse. Il croyait que s'il jouait assez longtemps les victimes, je céderais. Et tout redeviendrait normal. Comme toujours, non? J'avais été celui qui cédait, encore et encore. Mais pas cette fois. Je n'ai pas répondu à leur message vocal. À la place, j'ai attendu. Puis est arrivée la lettre. Elle venait de mon avocate. Et quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai eu l'estomac noué. Je ne savais plus à quoi m'attendre. Mais c'était différent. Ce n'était pas un email. Ni un appel. C'était réel. Je l'ai ouverte prudemment, les mains fermes. Et j'ai lu le contenu. La lettre venait de leur avocat, demandant une réunion pour discuter d'un accord. Un accord. J'ai presque ri. Ils ne voulaient pas aller au tribunal. Ils ne voulaient pas que leur linge sale soit lavé en public. Encore moins que moi. Mais ils m'avaient poussé trop loin. Je n'avais pas besoin de leur accord. Mais l'avocate en moi a compris que c'était une opportunité. Ils reconnaissaient enfin qu'ils avaient de gros ennuis. J'ai répondu en conséquence, en acceptant une réunion. Mais j'ai bien précisé que ce n'était pas une question d'argent, ni même de justice légale. C'était une question de vérité. De leur faire affronter la réalité de ce qu'ils avaient fait. Le jour de la réunion, je suis entré dans la salle de conférence avec un calme qui m'a moi-même surpris. Mon avocate était à mes côtés, prête à gérer le juridique. Les Colgrave sont arrivés quelques minutes après. Le visage de ma mère était tendu. Son sourire avait disparu. Et mon père, autrefois si sûr de lui, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Le poids de leurs erreurs les avait rattrapés. Ils se sont assis face à moi. La tension était épaisse. Ma mère a ouvert la bouche pour parler. Mais j'ai levé la main. Je n'étais pas là pour écouter leurs excuses. Je n'étais pas là pour entendre encore une fois.
qu'ils ne voulaient pas que ça se passe ainsi, ou que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. J'en avais fini d'être leur punching ball émotionnel. J'en avais fini d'être la fille qui pardonne tout. Cette fois, c'était moi qui tenais les rênes. Voilà la chose, ai-je commencé, d'une voix ferme. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien de matériel. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que tout ça, ce qui s'est passé au fil des années, n'était pas seulement blessant. C'était cruel. Et je veux que vous le reconnaissiez. Le visage de ma mère est devenu rouge. On n'a jamais voulu te faire de mal, dit-elle rapidement, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Si, vous l'avez fait. Vous avez profité de moi pendant des années. Vous m'avez toujours vu comme un outil pour obtenir ce que vous vouliez. On ne m'a jamais permis d'avoir ma propre vie, mes propres rêves. Vous m'avez manipulé pour que je vous prenne en charge, pendant que vous me laissiez de côté à chaque occasion. Ils sont restés silencieux. Mon père voulait parler. Mais je voyais dans ses yeux qu'il savait que cette fois, il ne pourrait pas me faire porter le chapeau. Pas quand la vérité était aussi claire. Je veux une excuse officielle. Et publique, ai-je continué. Et je veux que tout le monde, tous ceux qui ont cru un jour que vous étiez une famille parfaite, sachent ce qu'il s'est vraiment passé. Je veux que tous ceux qui m'ont traité comme la méchante dans cette histoire comprennent la vérité. Je n'étais pas coupable. Vous m'avez manipulé et exploité. C'est ça le prix de votre pardon. Pas de l'argent. Pas des cadeaux. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Ils n'ont rien dit tout de suite. Les yeux de ma mère fixaient le sol. Puis mon père, puis moi. Elle avait les mains croisées sur ses genoux, tellement serrées que ses jointures étaient blanches. Son expression était difficile à lire. Un mélange d'incrédulité, de fierté blessée. Et autre chose. De la peur. Pas le genre dramatique, théâtral qu'elle utilisait pour me faire culpabiliser. Non. Une peur calme et grandissante. La compréhension que les rôles avaient changé. Elle n'avait plus le contrôle. Elle ne s'attendait pas à ce que j'impose des conditions. Encore moins à ce que ces conditions impliquent de dévoiler publiquement leur comportement. Dans son esprit, les excuses se faisaient en privé. Si elles existaient du tout. Et puis on balayait tout sous le tapis. Mais pas cette fois. Ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas une conversation qu'ils pouvaient tordre à leur avantage. C'était une exigence. Et à son expression. Je savais qu'elle venait de le comprendre. Mon père a finalement brisé le silence. Sa voix était légèrement cassée. Comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. Tu ne peux pas faire ça, dit-il lentement, délibérément. Comme s'il espérait encore que je changerais d'avis. Tu vas ruiner tout ce qu'on a construit. J'ai laissé les mots flotter dans l'air avant de répondre. Je voulais qu'ils sentent tout leur poids. Tout ce que vous avez construit. Ai-je répété calmement. Vous parlez de votre image. De l'illusion d'être des parents parfaits. De l'illusion que vous êtes généreux et aimants. Toujours attentif aux besoins de vos enfants. Il n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est contractée. Vous avez bâti votre réputation sur la manipulation, ai-je dit. Maintenant avec plus de force. Sur le blâme, le contrôle, l'exploitation. Vous m'avez appris que mes émotions étaient un problème. Que mes réussites ne comptaient que si elles vous profitaient. Vous m'avez présenté comme difficile dès que je voulais autre chose que ce que vous aviez prévu. Vous m'avez poussé dans des rôles que je n'avais pas choisis. Et vous m'avez fait croire que je vous devais tout. Que j'étais égoïste de vouloir l'indépendance. Mais c'est fini. La pièce est retombée dans le silence. Excepté un léger bruit de quelqu'un qui remuait sur sa chaise, peut-être l'autre avocat. Le silence était lourd, pesant. Je pouvais sentir leur malaise grandir. Comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Ma mère a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Peut-être réalisait-elle que rien ne changerait le fait. Que les gens finiraient par savoir. Qu'ils verraient enfin derrière le masque. Je ne suis pas là pour de l'argent. Ai-je dit, la voix basse mais ferme. Ce n'est pas une vengeance. C'est une vérité. C'est reprendre ce que vous avez tenté de m'enlever. Ma voix. Mon droit d'être vu et entendu. Et non déformé à votre convenance. Mon avocate a passé un dossier à travers la table. À l'intérieur, il y avait la déclaration. Pas une excuse vague et molle. Pas un communiqué poli de relations publiques comme il l'aurait sûrement préféré. Mais une reconnaissance honnête et précise de ce qu'ils avaient fait. Comment ils m'avaient manipulé émotionnellement. Impliqué dans des affaires financières sans mon consentement. Comment ils m'avaient exclu des décisions familiales.
tout en utilisant mon nom pour se valoriser. Cette déclaration serait partagée en privé avec les personnes concernées, la famille, des amis communs, d'anciens mentors, et publiée sur une page familiale en ligne, que ma mère utilisait pour poster des photos de fêtes et d'annonces sur Silas. Il n'y aurait pas de suppression de commentaires. Aucun retour en arrière. C'était une partie intégrante de l'accord. Ils ont regardé le dossier comme s'il s'agissait d'un piège. Comme si le signer ouvrait une porte qu'ils ne pourraient jamais refermer. Et peut-être que c'était le cas. Il y a eu un long silence. Puis, lentement, ils ont hoché la tête. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. La déclaration a été publiée. La réaction a été immédiate. Certains membres de la famille ont pris contact pour dire qu'ils avaient toujours eu un doute, que quelque chose leur avait semblé étrange depuis longtemps. D'autres se sont excusés de ne pas avoir posé de questions, d'avoir supposé que ma distance venait de mon mauvais caractère ou d'un manque de reconnaissance. Certains n'ont rien dit, mais je les ai vus quitter silencieusement le groupe familial, choisissant leur camp en silence. Bien sûr, tout le monde n'a pas cru la déclaration. Il y en a toujours qui se raccrochent à l'image de mes parents, celle qu'ils avaient entretenue pendant des décennies, celle des parents parfaits, généreux, toujours organisateurs de grandes fêtes de famille. Mais la vérité avait fait une brèche. Une fissure était apparue dans le masque. Et cette fissure ne disparaîtrait plus. J'ai reçu un message de Silas quelques jours après la publication. Froid, bref. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, a-t-il écrit. Mais tu as changé. Tu n'es plus la même personne qui cherchait sans cesse notre approbation. Je n'aime pas ça. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Il avait raison, d'une certaine manière. J'avais changé. Je n'étais plus la même personne. Qu'il avait aidé à planifier sa fête de fiançailles. Qui s'était proposé pour corriger ses discours. Ou pour faire des courses à la place de maman parce qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre. Je n'étais plus ce personnage secondaire, fiable, dans l'histoire des autres. J'avais enfin pris le premier rôle. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mes parents ont rappelé quelques fois après ça. Une fois pour me demander si je pouvais faire une nouvelle publication. Pour clarifier certains termes trop durs de la déclaration. Une autre fois pour dire qu'ils avaient reçu moins d'invitations aux fêtes cette année. J'ai laissé les deux appels aller sur la messagerie vocale. Je ne leur devais plus aucun réconfort. Les mois ont passé. Je me suis concentré sur mon travail. Sur les amitiés qui me faisaient me sentir en sécurité et reconnu. Je me suis reconnecté avec des gens que j'avais perdus de vue. À cause du chaos que ma famille avait mis dans ma vie. Et lentement, quelque chose d'inconnu s'est installé dans ma poitrine. La paix. Non, je n'ai pas eu une fermeture parfaite. Je n'ai pas eu de confession en larmes. Ni de grands gestes de réconciliation. Mes parents n'ont jamais vraiment changé. Pas comme je l'espérais autrefois. Mais j'ai eu quelque chose de mieux. Je suis parti. J'ai trouvé de la clarté. Et j'ai pu m'éloigner en sachant que, pour une fois, je ne m'étais pas plié. Je n'avais pas joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je m'étais levé et j'avais dit la vérité. Je n'étais plus leur fils. Je n'étais plus leur bouc émissaire. Je n'étais plus leur réparateur. Leur bouclier. Ni leur excuse.